Monsieur, chers organisateurs, je voulais vous remercier tout d'abord pour votre invitation et puis aussi vous féliciter pour l'organisation et vous féliciter pour ce thème que vous avez choisi parce que ça nous permet, ça nous donne l'occasion de réfléchir et de travailler ensemble autour de ce thème complexe où il faut bien tous se rassembler, toutes spécialités confondues, autour de vraiment cette question complexe. Donc je vais aborder avec vous une question que le comité d'organisation m'a posée. Et je vois derrière cette question et la façon dont tout ça a été formulé, que peut-on faire en rééducation? Avec l'idée de dire, face à telle lésion qu'on vient de nous montrer, etc., que peut la rééducation par rapport à tout ça? Et donc, le challenge, c'était aussi de vous montrer un petit peu, en toute modestie aussi, ce qu'on peut faire et pas faire en rééducation. On vous l'a dit, en termes de physiopathologie, on arrive à des situations complexes et souvent à des stades avancés. Stade de l'infection, stade de l'ostéoarthropathie, ça a été parfaitement montré dans la communication précédente. Vous voyez que c'est un symptôme, ce pied diabétique, qui est révélateur de la trilogie, 4 phénomènes: la neuropathie sensitivo-motrice, particulièrement sensitive, la neuropathie du système nerveux autonome, les artériopathies, micro et macro, et puis l'atteinte infectieuse, tout dans le contexte d'hyperglycémie. Alors il y a ce pied, d'accord, mais ce pied, il y a une pathologie autour, et c'est la maladie générale qu'il faut bien sûr prendre en compte, avec les pathologies associées, notamment sur un plan cardiovasculaire, etc. Mais c'est aussi les troubles du comportement, dont le comportement d'hypoactivité des diabétiques, notamment de type 2, plus particulièrement. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et la rééducation et la médecine physique adaptation a une place pour traiter le pied, mais pour aussi traiter peut-être la pathologie, la maladie, et au-delà de ça, l'individu et les comportements, puisque la médecine physique et adaptation, c'est une médecine de coordination qui a différents domaines de prise en charge. Les lésions, on arrive à des stades souvent avancés, et c'est bien souvent par négligence de patients, de professionnels, battons notre poule aussi de temps en temps, ou de l'incapacité à maîtriser les différents phénomènes qu'on a décrits. C'est l'affaire de tous, médecins généralistes, médecins spécialistes de MPR, diabétologues, que ce soit les chirurgiens vasculaires ou les chirurgiens non vasculaires qui interviennent également, mais c'est aussi l'affaire des soignants, et bien sûr, dans le processus éducatif, le patient, son entourage. Alors la MPR, elle a un rôle et une responsabilité par rapport à un phénomène qui est complexe et global, parce qu'elle est médecine de coordination, parce qu'elle est globale, elle est humaine, et il s'agit de traiter des personnes avec un pied diabétique, mais d'abord des personnes qui ont des comportements particuliers, notamment on va parler d'activité physique et de l'hypoactivité physique, et ça c'est à traiter. Et vous voyez que dans la définition OMS qu'on peut reprendre de la médecine physique, c'est appliquer des mesures dans les domaines médicaux. Quand on dit médicaux, c'est médicaux avec la complémentarité chirurgicale, le social, psychique, technique et pédagogique. Vous voyez combien ça s'applique aux pieds diabétiques et à nos patients diabétiques pour trouver une place qui convienne mieux à la société. Alors la MPR a un rôle et une responsabilité, mais une grande complémentarité à faire avec nos confrères, médecins et chirurgiens. Alors j'ai repris quelques idées claires et fortes avec quelques éléments de référence, et je les mettrai aussi à disposition. C'est un travail extrêmement simple, mais tout à fait pertinent et cliniquement très intéressant du journal de rééducation médicale, qui identifie les pieds à risque. Vous voyez, c'est quelque chose qui est simple, dire voilà, est-ce qu'il y a une neuropathie? Et il faut la tester, cette neuropathie, avec les microfilaments ou à l'examen clinique, selon les moyens qu'on peut avoir. Et s'il y a une neuropathie, à ce moment-là, ça définit une fréquence de surveillance du pied diabétique. On rajoute à cette neuropathie soit une artériopathie ou des déformations du pied, eh bien, ça nous donne une exigence particulière. Et quand je dis nous, médecins de MPR, et bien sûr médecins généralistes,
médecins spécialistes, médecins diabétologues, endocrinologues qui suivent ces patients, de dire, ben voilà, il faut avoir un avis et une surveillance tous les 3 mois. C'est de prévention. Puis s'il y a des pathologies, ben, beaucoup plus largement. Sur cette stratification des risques, des facteurs de risque, 3 grades, eh bien, quand il n'y a pas d'atteinte, c'est un diabétique non insulino-dépendant, le grade 0, eh bien, c'est les conseils hygiéno-diététiques, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires globaux. Quand il y a une neuropathie sensitive, eh bien, il faut faire une éducation spécialisée, spécifiquement dédiée pour le pied diabétique. Quand on y associe une artériopathie, et au-delà, s'il y a une déformation, etc., à ce moment-là, il faut y associer des mesures spécifiques d'appareillage, une chaussure adaptée. Et là, ce qui est marqué pédicurie 4 fois par an, en France, je vous ai rajouté ça. Pourquoi 4 fois par an? Parce que c'est ce qui est aujourd'hui remboursé. Un diabétique non insulino-dépendant, s'il est classé stade 2, il y a un remboursement de 4 soins par an de pédicurie. S'il est stade 3, alors il y a 6 fois par an. Tout ça est parfaitement bien décrit dans l'article dont j'ai fait référence. Alors, une idée aussi, c'est que la médecine physique réadaptation, par l'expérience du suivi des patients, et avec nos confrères aussi chirurgiens vasculaires, on se rend compte quand on est au stade de pied diabétique, de lésions, de mal perforants et de lésions ulcérées, de plaies chroniques, eh bien, il faut bien se rendre compte que la façon d'améliorer les choses, c'est plus sur un versant mécanique et vasculaire que sur un versant métabolique. C'est-à-dire qu'on aura beau, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se réfugier en disant, ben voilà, équilibrons dans le diabète, si le diabète n'est pas équilibré, etc., on n'arrivera pas à cicatriser. Les travaux scientifiques et les consensus qui ressortent, c'est de dire qu'il faut prêter une attention toute particulière, on en parlera au niveau de l'appareillage, à l'aspect mécanique de la décharge, qui est extrêmement important dans la cicatrisation. C'est la recherche de l'ostéite et le traitement de cette ostéite, sinon on n'y arrivera pas, même si on équilibre bien le diabète. Et puis aussi, voir quel est le tableau d'ischémie éventuelle, de lésions macroangiopathiques, et si elles ne sont pas traitées, car sinon, ça ne cicatrisera pas. Donc, et des petits adages relativement simples tels que ceci, faire marcher n'améliore pas la cicatrisation, l'équilibre glycémique n'est pas le problème essentiel. Au stade, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais c'est pas le problème essentiel. La prise en charge de la plaie chronique est plus mécanique et vasculaire que métabolique au stade de la plaie ulcérée. Alors, 2 types d'expériences et 2 publications qui font état de consultations spécialisées diabétiques. C'est le travail de l'équipe du CHU de Limoges qui définit la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire avec des compétences à la fois médicales mais aussi paramédicales et avec le rôle tout à fait essentiel de l'appareillage de décharge avec la place des bottes non amovibles. Et ceci permet d'atteindre avec du temps, de la constance, de la rigueur, et bien des taux de cicatrisation tout à fait importants pour des maux perforants volontaires avancés. Et puis c'est aussi la mise en place d'associations, de réseaux autour du diabète qui ont été mis en place. C'est ce réseau Entraide, dont je vous donne un exemple de leur site. Et donc par ville sont structurées une consultation pied diabétique pour que les patients de grade 2 ou de grade 3 puissent bénéficier de façon un petit peu rassemblée de l'expérience et de la compétence des différents professionnels nécessaires. Et entraînement à l'effort, on en parlera, il y aura une thématique particulière qui sera faite. Alors la rééducation, cette part de l'entraînement à l'effort est définie parce qu'elle est recommandée dans les travaux, eh bien c'est, on va le voir juste après, un temps régulier, chaque jour, etc. Alors là, un travail de l'équipe dijonnaise de réadaptation sur un plan cardiovasculaire du professeur Casillas et du docteur Crémeau sur un programme sur cycloergomètre, 30 minutes par jour, pendant 3 mois, avec une séance de supervision mensuelle. Eh bien ça améliore les choses sur du court terme, sur la force du quadriceps, sur la puissance développée, mais à long terme, pas d'effet sur la quantité d'activité physique poursuivie à long terme. Donc, il
vraiment, on touche le problème de la motivation, de l'observance, et on pourra faire ce qu'on veut, si on veut aller sur le long terme, c'est une approche éducative et un relais associatif notamment. Tout ne relève pas que du sanitaire et du soin hospitalier, etc. S'il n'y a pas ce relais associatif sur le long terme, eh bien, on aura beaucoup de mal de ne pas voir survenir ces différentes questions. Alors parlons justement de l'activité physique. Pour faire le lien avec nos amis endocrinologues, etc., c'est le traitement de l'insulinorésistance. Et puis, c'est aussi le traitement, donc c'est un bon traitement pour le diabète de type 2, d'une part, et puis d'autre part, c'est un excellent traitement pour les autres facteurs de risque cardiovasculaires, que sont l'obésité, la surcharge pondérale et l'obésité, les paramètres lipidiques, que ce soit triglycérides, cholestérol, la tension artérielle, et aussi les facteurs prothrombotiques qui sont modifiés dans la maladie diabétique. Donc l'activité physique est un excellent traitement pour ça. En effet, dans le diabète, et notamment dans le diabète de type 2, il faut faire un peu la différence entre le diabète de type 2 et le diabète de type 1, eh bien, le substrat énergétique, il y a un déséquilibre qui se fait aux dépens du glucose par rapport aux acides gras libres. Et le fait de redonner l'activité physique à faire, eh bien, va imposer le glucose comme le carburant nécessaire à l'exercice musculaire. Donc le médicament idéal du diabétique non insulino-dépendant, c'est en particulier l'activité physique, et pour ça, on a un rôle fondamental sur un plan éducatif, mais déjà, il faut s'en persuader, déjà, soi-même. En effet, cette activité physique va avoir le même effet que l'insuline sur le tissu musculaire, avec l'augmentation du transport du glucose et de la glycogénolyse. Et puis, sur le versant lipidique, il va avoir un effet opposé à l'insuline, et ça c'est tout à fait intéressant. Vous savez, quand vous avez un diabétique de type 2, vous mettez sur l'insuline, il va prendre du poids. Et c'est une des difficultés aussi au passage à l'insuline. Et bien dans cette situation-là, l'activité physique, elle a un rôle aussi sur l'augmentation de la lipolyse, donc la perte de poids, donc on joue sur des facteurs cardiovasculaires associés. Donc il faut bien le considérer, parce que cette activité physique, elle a donc une cible métabolique, je viens de vous l'exposer, mais aussi elle a une cible psychologique importante. C'est rompre avec l'obsession calorique que subissent les patients diabétiques de type 2. Et dire qu'on se focalise, et les médecins en général disent il faut maigrir, etc. Eh bien, en effet, il faut maigrir, mais essayons de définir une autre cible pour pouvoir arriver à les faire maigrir. Et puis, il y a une forte justification psychosociale d'activité, de sortie collective et un effet antidépresseur qu'il faut considérer quand on pratique une médecine globale et humaine. Les recommandations par rapport au diabète de type 2, c'est 30 minutes de marche rapide par jour, ou équivalent par des activités occupationnelles, natation ou autre, plutôt que les 30 minutes de jogging et 1 heure de vélo ou 2 heures de marche, qui sont très difficiles à tenir. Donc il est reconnu dans les recommandations que c'est, pour le diabète de type 2, c'est 30 minutes de marche rapide. Régularité et persévérance, c'est ce qu'il faut, caler sur, on dit théoriquement 60% de la VO2 max, ou la fréquence maximale théorique 220 moins l'âge, ou simplement dire à vos patients, eh bien, marchez à un rythme soutenu, essayez de toujours continuer à parler avec votre voisin, et vous serez dans un secteur d'effort tout à fait cohérent par rapport à cet entraînement et ces recommandations d'activité physique. Les risques, c'est toujours la question qu'on se pose, risque de l'activité physique pour ce type de patient. Certes, les complications cardiaques avec l'ischémie myocardique silencieuse, les complications podologiques, et là il faut être d'autant plus vigilant et prescrit de l'activité physique. Le risque d'hypoglycémie est relativement faible et maîtrisable, puisqu'il suffit d'avoir une bonne éducation, ce qu'on mange et comment on va utiliser nos différents traitements. Alors je voudrais faire une différence entre le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Dans le cas du diabète de type 1, les mécanismes sont un petit peu différents, il n'y a pas d'effet métabolique direct, mais par contre, on joue sur les facteurs cardiovasculaires associés. Et là, le risque hypoglycémique, il est plutôt plus maîtrisable, mais plutôt plus important, et donc il faut que les patients soient bien éduqués par rapport à ce point du diabète de type 2. Mais de toute façon, dans les diabètes, l'éducation thérapeutique du patient et l'instruction des médecins par rapport à l'activité physique est tout à fait essentielle. En conclusion, je voudrais simplement reprendre quelques idées de fond et de base et simples. La prise en charge d'une plaie chronique du pied diabétique est plus mécanique et vasculaire que métabolique.
Et c'est le rôle du débridement par les pansements, mais aussi éventuellement chirurgical, de la décharge et des gestes de revascularisation quand c'est nécessaire, comme une ischémie sous-jacente, et là il faut le traiter, alors sinon on n'y arrivera pas. Le deuxième point, c'est que les résultats dépendent d'une action précoce, globale et coordonnée. Précoce, on arrive souvent à des stades tardifs en médecine de réadaptation où les patients arrivent relativement tard, et ça, plus on est de ratio, mieux ça sera, et sur un processus éducatif, mieux ça sera. Donc ça, c'est important de pouvoir collaborer bien avec nos confrères de médecine interne, de diabétologie, de les médecins généralistes, pour pouvoir, et puis aussi l'éducation aux patients, pour pouvoir, s'ils les abordent tôt, pour les prendre bien dans le système. Et à défaut de l'action précoce, on arrive, et les travaux le montrent, eh bien on arrive, avec les traitements mis en place, à cicatriser. Et puis il y a des recommandations de suivi qui existent. Eh bien, si elles existent, autant essayer de les appliquer. Le traitement médical et la rééducation, même adaptés, n'ont jamais empêché une amputation sur une artériopathie sévère, c'est pas la peine de s'en raconter. Le diabétique amputé peut et doit avoir une fonction et une qualité de vie satisfaisante grâce à l'appareillage lorsqu'il est amputé. Donc c'est pas une catastrophe en soi si on est à ce stade-là pour des raisons d'artériopathie, etc. Eh bien, il y a de quoi faire. Et ce message-là, il faut le porter et être fier de le porter. Et tout commence quand on commence à être amputé. Je vais en parler beaucoup demain pour le patient. Le contrôle des facteurs de risque et de l'artériopathie reste prioritaire et l'activité physique est à disposition. Et plus qu'à disposition, il faut aussi la solliciter pour que... Et ça, c'est très difficile, mais c'est central. Et puis l'efficacité de l'ensemble de nos prises en charge à tous dépend de notre complémentarité et d'agir au bon moment et avec des outils et des recommandations qui sont maintenant établies. Alors, il y a quelques références. L'article que je vous ai cité du journal de réadaptation médicale qui est intéressant. Un travail sur la nécessité de l'approche multidisciplinaire autour du diabétique, fait par une médecin diabétologue. Et puis des recommandations américaines. Vous voyez qu'il y a une recommandation américaine qui est faite sur l'organisation des soins et la prévention pour le petit diabétique, aussi pour les atteintes artérielles chez les diabétiques, et puis également dans le cadre du pied infecté. Donc là, il y a de quoi faire, à lire, en langue française, en langue anglaise. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous remercie pour votre attention.